Et un des sujets qu'il a retenu est donc enrichir ses adresses postales avec la suite élastique. Alors qu'il y a un sujet que donc j'espère que ça va bien se passer parce que c'est pas normalement le sujet que je fais en BBL, je fais plutôt un sujet découverte. Et donc on va voir, ça va être intéressant à suivre. Donc le cas qu'on va avoir à traiter, c'est que je suis parti d'un principe, c'est que souvent on a des utilisateurs, enfin dans nos bases de données plutôt on a des données où on a une information qui est de ce type-là. Là, vous voyez un document JSON ici, où vous avez le nom, l'adresse, vous voyez, avec le numéro, le nom de la ville, pardon, le nom de la rue, pardon, la ville et le pays. Mais je ne sais pas situer ça sur une carte. Ça, c'est mon premier cas d'utilisation. Ou à l'inverse, j'ai un utilisateur qui se balade, qui est quelque part, mais je ne sais pas dire à quelle adresse postale ça correspond. Donc le but de la session d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un moyen avec la suite élastique pour aller de l'un à l'autre et inversement. Sur mon espace perso qui s'appelle speaker.elastic.co, pardon, speaker.pilato.fr, mais je vous renverrai un mail avec les liens, vous aurez accès donc à cette page. Et dans cette page, il y a notamment ici des articles de blog en fait qui vont décrire ni plus ni moins ce que je vais vous montrer ici, alors sauf que ça, tout a été enrichi. Et puis surtout le repository que je vais utiliser, duquel je vais partir. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de rejouer ou de revoir les scripts que j'ai utilisés, voilà, tout ça est public. Je suis Dadouné sur Twitter, ça c'est le compte Twitter, vous pouvez me suivre. Voilà, et généralement je publie aussi des informations là-dessus. Alors, et je travaille chez Elastic. Donc chez Elastic, j'y suis donc depuis plus de 9 ans. On édite une solution logicielle qui s'appelle la suite Elastic. Donc vous avez beaucoup sans doute entendu parler d'Elasticsearch, mais peut-être pas du reste. Donc la suite Elastic, c'est composé de 4 outils principaux, on va dire. Elasticsearch, qui est l'outil dans lequel on injecte de la donnée, et ça vous le connaissez, j'espère. En tout cas, on permet de chercher des documents JSON, une API REST pour dialoguer avec, voilà, très capable de prendre des pétaoctets de données si nécessaire, de s'étendre sur plusieurs nœuds, etc., etc. Hautement flexible. Kibana, qui est une interface graphique au-dessus de tout ça, qui permet de visualiser la donnée qu'on a dans Elastic, passer des commandes, avoir des outils de gestion aussi de la suite Elastic, etc. Donc tout ça, ça se fait dans Kibana. Et puis enfin, une couche d'ingestion composée de bits et logstash. Bits, c'est des petits agents écrits en Go, notamment, qui permettent de faire du streaming de vos fichiers de log, par exemple, vers Elasticsearch. Logstash est un ETL qui permet de faire de la transformation à la volée de données. Dans la session d'aujourd'hui, on va voir tout ça. En fait, on va voir du Elasticsearch, du Kibana, du Bits et du Logstash, on va voir un petit peu tout. Donc, on a regroupé la partie Bits et Logstash maintenant dans une partie intégration. Parce que, voilà, on essaye de simplifier la vie de nos utilisateurs. Donc vous avez Elasticsearch, Kibana, voilà, et les intégrations, vous avez plein d'intégrations, si vous voulez faire je sais pas, Tomcat par exemple, avoir les logs Tomcat, ou avoir des métriques de votre, je sais pas, de votre ActiveMQ par exemple, enfin, qu'importe. Voilà, vous avez tout un tas d'intégrations que vous pouvez sélectionner. Au-dessus de tout ça, donc ça se déploie tout ça soit dans le cloud, soit vous téléchargez la distribution localement. Toute la démo que je vais faire ici est dans le cloud. Donc ça peut expliquer d'ailleurs un petit peu aussi la latence que je vais avoir, parce que je vais faire tourner des choses sur mon poste en local, mais je vais aller dans le cloud qui est en Belgique, je crois, quelque chose comme ça. Je vous donnerai après le BBL, pour ceux qui veulent tester cloud, une offre qui vous permet d'avoir 30 jours gratuits au lieu de 14 jours normalement, voilà, sans aucune carte bancaire, sans rien. Et pour terminer, sur la partie présentation d'Elastic, en fait on édite ce qu'on appelle des solutions au-dessus de toute cette suite logicielle Elasticsearch, Logstash, Kibana, Bits, qui nous permettent de gérer plutôt une partie observabilité, vous voyez, avec des logs, des métriques. Tout ça, c'est de la donnée qu'il y a dans Elastic, de la PM, comment on se comporte en application, en production, de la disponibilité. Donc ça, c'est un truc qui s'appelle Heartbeat, qui permet d'aller interroger nos services, est-ce qu'ils sont toujours actifs, par exemple. Ça, c'est une partie observabilité. Puis il y a une partie aussi sécurité, où on va pouvoir faire de l'analyse des logs, par exemple, et des intrusions qu'il y a pu y avoir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et voire même protéger les postes de nos utilisateurs.
les postes Windows, Mac, etc. Nous, typiquement, c'est ce qu'on a sur nos postes au boulot. En fait, on a ce process-là qui verrouille, c'est une sorte de, c'est un antivirus, si vous voulez, hein, qui verrouille tous les processus qui sont malveillants. Et voilà, et qui ensuite aussi trace l'information et remonte tout ça dans Elastic, et ce qui nous permet de visualiser en fait, ah bah tiens, il y a ce process-là qui a démarré, d'autres process, et voilà ce qui s'est passé derrière. Donc l'enquête au niveau de la sécurité, tout ça, c'est disponible là-dedans. Tout ce que je vous montre est dans la version gratuite de la suite Elastic, donc il n'y a pas de surprise, voilà, vous pouvez utiliser tout ce que je vais vous montrer dans la version basique. Le repo dont je vous ai parlé, il est là. Pardon. Voilà, vous avez, je crois qu'il y a un README, c'est ça, qui explique comment démarrer tout ça, et puis et voir un petit peu après comment vous pouvez jouer avec. Et donc vous retrouverez après certains scripts que je vais vous montrer, il y a des configurations FileBit, par exemple, je vais vous montrer ces scripts-là pendant qu'on parle. Ok, donc j'ai dans le cloud, j'ai déjà démarré une instance, ici qui s'appelle Bano. Alors vous voyez, j'ai fait la mise à jour, on vient de livrer la version 8.0.0 de la suite Elastic. C'est là où je suis un peu moins en confiance, j'espère que tout va bien se passer. Voilà. Mais on va voir. C'est une version qu'on a livrée la semaine dernière. Donc elle est encore un petit peu... on avait commencé à faire des release candidates depuis longtemps, mais voilà, c'est la version finale, ça y est. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Oui, donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Si je vais dans Deploy Management, bah, c'est assez simple à déployer. J'ai juste déployé un Elasticsearch et un Kibana, mais si je faisais de l'observabilité, je pourrais déployer aussi un service APM, je pourrais déployer du machine learning si j'ai envie, etc. Et tous ces nœuds sont complètement déployés pour nous. Voilà, j'ai rien à faire, juste à récupérer le login mot de passe, en gros, et puis j'ai mes endpoints qui sont disponibles. Très très simple. Ici j'ai déployé sans aucune sécurité, j'ai pas mis plusieurs nœuds, j'ai mis un seul nœud data, mais vous pourriez avoir un nœud avec plusieurs... pardon, un cluster avec plusieurs nœuds. Alors, pour commencer, il existe sur le site Bano, donc la base nationale d'adresses, qui font des extraits d'OpenStreetMap en fait. Ils génèrent dans un répertoire de leur site, qui doit être bano.openstreetmap.org, quelque chose comme ça, dans le répertoire data, tous les jours, ils génèrent alors moi, des CSV ou des JSON. J'ai choisi de prendre les CSV ici, pour vous montrer pas mal de choses, mais on pourrait prendre aussi du JSON, je pense que ça pourrait marcher très bien. Et donc voilà, il y a plein de CSV qui sont générés, c'est des fichiers qui contiennent des adresses par département. C'est tous les départements qui sont disponibles. Voilà, je suis là. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai tout téléchargé en local déjà, tous ces fichiers. Voilà, ils sont là. Et puis, si je regarde le département 95, par exemple, je vais vous montrer à quoi ressemble une ligne de ce fichier. J'ai ici un identifiant de la ligne d'adresse, le numéro dans la rue, le nom de la rue, le code postal, la ville, la source, ça vient de OpenStreetMap, et les coordonnées géographiques, pardon, latitude, longitude. Ok. Et en fait, ces données-là, c'est des données qui sont utiles si on les insère dans Elasticsearch. Donc pour les insérer, alors j'ai développé un petit script, je vais vous montrer à quoi il ressemble, il s'appelle le curl raw sample. La première ligne que vous voyez ici, en fait j'ai simplement fait un écho de cette ligne, et je l'envoie vers un truc qui s'appelle curl.json. Bon, je peux vous montrer aussi ce que c'est pas méchant ce truc-là. En fait, je mets ce qu'il y a dans la ligne, je l'envoie à mon Elasticsearch, pas à mon Elasticsearch, pardon, je l'envoie à ce endpoint, ici, je vais vous montrer ce que c'est après, et qui tourne en local, et je mets la ligne que j'ai reçue dans un champ message, voilà, tout simplement. Donc tout le contenu de cette ligne, ici, va être mis dans le champ message. Donc je vais exécuter cette ligne, le raw sample. Voilà, il a fait quelque chose, je sais pas trop ce qu'il a fait. En fait, je vois ici que j'ai un autre process qui tourne. Et ici, j'ai FileBit, en fait, mon process FileBit qui est en train de tourner. Alors, pour que vous voyez un petit peu plus ce qui s'est passé, je vais effacer les logs. Alors là, il est très verbeux en ce moment, il y a un petit truc à régler, mais on va voir ce que c'est. Donc voilà, en fait, FileBit me répond, il y a quelque chose qui est arrivé,
il y a un document JSON, et ce document JSON contient un champ qui s'appelle message, avec le contenu en question. Ok. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, je vais vous montrer, du coup, la configuration de Filebit. Donc j'ai un petit répertoire qui s'appelle filebit config, et dedans j'ai un fichier YML qui va contenir ce que je souhaite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mis que j'ai un input pour Filebit. Donc Filebit, c'est un agent. Et là, je lui dis, en entrée, tu vas démarrer un serveur HTTP qui va écouter sur localhost, en gros. Et donc, par défaut, c'est le port 8000 qu'il utilise. Ouais, il est activé. Et ce que je vais lui faire, je lui ai dit, normalement, Filebit, il va générer des champs dans un champ qui s'appelle json.message, mais moi, pour un côté pratique, je vais tout remettre à la racine dans le champ qui s'appelle message. Et puis je lui ai dit, efface tout le contenu, tout le reste, tout le bruit dont j'ai pas besoin du document JSON, il vient avec d'autres choses. En sortie, je lui dis, tu vas écrire vers un index d'Elasticsearch qui s'appelle Banotest, et tu vas passer par ce qu'on appelle un pipeline d'ingestion qui s'appelle Bano. Alors, on va aller regarder. Ah oui, puis je vais vous montrer comment c'est démarré tout ça. Donc j'ai juste un petit script, c'est du Docker. Hein. Ici, je démarre dans le cloud, donc je suis dans cette ligne-là en fait. Donc je démarre Filebit, donc voilà, je démarre la version 8 de Filebit ici. Je passe quelques paramètres, notamment j'ai besoin du Cloud ID, qui me donne quels sont les URL d'accès à Elasticsearch et Kibana, et puis le mot de passe dont j'ai besoin pour l'authentification sur la suite Elastic. Voilà. Et je monte mon répertoire qui s'appelle Banodata, ça j'en aurai besoin pour tout à l'heure, mais surtout je lui monte la configuration Filebit dont j'ai besoin, ici le filebit.yml. Alors, qu'est-ce qui s'est passé si je vais voir maintenant dans Elasticsearch? J'ai dit que j'avais indexé quelque chose, envoyé quelque chose vers un index qui s'appelle Banotest. Donc je peux faire une requête dans la console de DevTools, ce qui s'appelle. Donc DevTools, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe ici. C'est ici, à cet endroit-là. Et ça permet de passer des requêtes vers Elasticsearch de façon simple. Donc je vais utiliser mon index Banotest, je vais faire une recherche dessus, et puis je vais lui dire, vas-y, donne-moi ce que tu as. Donc j'avais fait 2 appels, donc j'ai 2 documents. Et qu'est-ce que je vois comme hit? En fait, j'ai ce hit-là. Je vais faire un copier-coller parce que je vais m'en servir. J'ai donc un index qui s'appelle Banotest, et puis j'ai un champ underscore source, donc le document JSON qui a été indexé, en fait, c'est ce que vous voyez ici en bleu, juste ici, hop, où j'ai le timestamp, c'est à quel moment ce document a été injecté et présenté de Filebit à Elasticsearch. Donc ça, c'est Filebit qui génère tout ça. Il me donne des informations sur l'agent, il me dit que c'est Filebit qui tourne, c'est la version 8.0.0. Le input, ce que j'ai utilisé, c'est le HTTP endpoint, on est passé par là. Là, j'ai ma ligne de message, c'est ce que je veux. J'ai la version ECS, c'est le schéma Filebit qu'on utilise, qu'importe, et puis je suis en train de tourner sur un host, ça c'est un truc Docker derrière. En fait, je vois que ce document JSON que j'ai indexé, en fait, il ne sert pas à grand chose ici. D'abord, j'ai beaucoup de bruit, il y a plein de choses qui ne me servent à rien. Et deuxièmement, dans le champ message, j'ai de l'information qui est en fait ici, qui est complètement ici à plat. Or, moi, j'aurais besoin de la structurer. Donc pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle donc les ingest pipelines. Tout à l'heure, je vous ai montré dans la configuration Filebit qu'on passait par un ingest pipeline qui s'appelle Bano. Le ingest pipeline, son but, c'est de prendre un document en entrée, ce que vous voyez ici, le document source, et puis de lui appliquer un certain nombre de transformations pour, en sortie, faire un document qui est vraiment intéressant pour nous. Et une fois qu'on a ce document en sortie, c'est ce document, effectivement, qui va être indexé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va transformer le document qu'on a eu en entrée, on va le transformer à la volée. Donc ici, j'ai mon pipeline qui s'appelle Bano, donc je peux aller l'éditer ici. Donc vous avez une petite interface graphique, vous pouvez tout faire ça évidemment en ligne de commande, mais là le but c'est de vous montrer ça sous forme d'interface graphique. Donc j'ai un pipeline Bano qui est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend le document en entrée, il fait aucune transformation, et c'est le document qu'il y avait en entrée qui est indexé dans Elasticsearch. C'est ce qu'on vient de voir.
Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est rajouter un processeur pour transformer, justement. Le premier processeur que je veux utiliser, c'est un processeur CSV qui va me permettre de faire, comme son nom l'indique, une extraction depuis le champ qui s'appelle message, et les champs que je veux récupérer. Alors, j'ai une petite note sous les yeux, donc je m'en rappelle, enfin, je veux pas que je m'en rappelle par cœur, mais j'avais, si vous en rappelez, j'avais ça, j'avais l'ID d'abord du document. Alors je mets underscore ID parce que je veux que ça devienne l'ID du document finalement Elasticsearch derrière. Je veux extraire aussi dans un champ qui s'appelle adresse.number la valeur suivante. Après j'ai adresse.streetName. Ensuite je vais rajouter adresse.zipcode. Je vais rajouter un adresse.city. Quelle était l'origine de mon document, la source de la donnée. Puis après, j'avais mes champs latitude et longitude, donc je vais mettre ça dans un champ qui s'appelle location.lat et location.long. Si vous avez fait l'Elasticsearch et des coordonnées géographiques latitude et longitude, vous savez qu'il faut mettre ça normalement dans un objet, enfin idéalement dans un objet. Voilà, je laisse tout le reste par défaut et je dis add. J'ai ajouté mon processeur. Donc ce qui va être bien maintenant, c'est qu'on va pouvoir tester notre pipeline et vérifier qu'il se comporte de la façon qu'on souhaite. Donc ici, je vais faire test pipeline add documents, et ici, je vais rajouter, j'avais fait un petit copier-coller tout à l'heure, du document JSON qu'on avait reçu, avec les métadonnées, hein. Il y a tous les métadonnées et une source. Si j'exécute ce pipeline, je vois maintenant la transformation qui est faite. Depuis mon champ message qui est ici, j'avais ces données-là, je vois que j'ai généré, on va voir quel est l'ID. L'ID en fait du document est effectivement celui que j'ai extrait en premier. Puis après j'avais adresse.number. Ben ici j'ai bien adresse.number. Puis après j'ai adresse.streetName, adresse.streetName, adresse.city, etc. Et pareil pour location, location.long et location.lat. Donc voilà, on voit que j'ai déjà appliqué une première transformation au niveau de mon pipeline. Très bien. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de champs qui nous servent strictement à rien. Donc, par exemple, le champ input, j'en veux pas. Le champ adjoint, j'en veux pas. Le champ timestamp, j'en ai pas besoin non plus. ECS, j'ai pas besoin. Host, j'ai pas besoin. Et puis, et le message lui-même. Le message, j'en ai plus besoin non plus, puisque ça y est, je l'ai parsé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouveau processeur qui s'appelle remove. Et sur le processeur remove, je vais lui dire enlève-moi le champ timestamp. Enlève-moi le champ input. Oups, je me suis trompé. Input, ECS, host, agent et message. Ok, je rajoute. Si je regarde maintenant à nouveau mon pipeline, bah je vois que ça y est, mon document s'est transformé. Donc ça y est, on a déjà un document qui commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, on a des petits soucis dans ce document. Un des soucis qu'on va avoir, c'est qu'ici, location.long et location.lat, on voit ici que ce sont des chaînes de caractères. Or nous, il nous faut vraiment des valeurs flottantes. Donc on peut faire une nouvelle transformation en rajoutant un processeur qui s'appelle convert. Donc là je vous montre des processeurs principaux, hein, évidemment il y a plein d'autres processeurs possibles dans le ingest attachment. Donc là je vais prendre location.lat. Et je vais lui dire, tu me le transformes en nombre à virgule flottante. Ok, j'ajoute. Je regarde. Ça y est, location.lat est bien un nombre à virgule flottante, c'est bien une valeur numérique. Très bien. Je vais faire la même chose pour la longitude. Je vais dupliquer ce processeur. Je vous montre une façon de faire, hein, il y a plein de possibilités. Je clique ici, et je lui dis ici, tu vas faire ça sur la longitude. Je regarde. Ok, très bien. Ben, j'ai bien ma latitude et ma longitude. Donc maintenant que je suis content avec le format en fait que j'ai ici, eh ben, je vais pouvoir sauvegarder mon pipeline. Donc, je clique ici et je fais Save Pipeline. Je vais donner un petit nom.
Oui, non, il existe toujours. Il y avait un an. Voilà. Voilà à quoi correspond la définition sous forme JSON en fait de mon pipeline Bano. Voilà, le CSV. Donc tout ça, on aurait pu l'écrire à la main évidemment, mais voilà, je vous montre ici l'interface graphique qui permet de le faire. Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais effacer mon index. Ok, j'ai plus d'index. Ça, j'ai plus rien du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à indexer un nouveau document. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. En fait, je pourrais faire directement le curl row sample ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le head qu'on avait fait. Donc, pour les 10 premières lignes en fait du document, je vais utiliser ma commande curl json.sh. Donc, en fait, je parse les 10 premières lignes et je vais les envoyer vers Elasticsearch. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il a dû faire quelque chose. Dans les logs, voilà, il y a plein de logs qui ont été passés. Et donc, on va aller voir maintenant, on va aller interroger Elasticsearch pour voir ce qui s'est passé. Si j'exécute ma recherche, voilà, j'ai bien ici mes 10 documents, et voici les 10 premiers documents qui matchent, donc enfin les 10 documents que j'ai indexés, pardon, où j'ai bien mes transformations à la volée comme je le souhaitais. Parfait. Alors, on va faire un peu de recherche. Dans mes documents, je vais regarder est-ce que je peux chercher sur le nom de la rue, dans la rue. Ouais, effectivement, si je cherche Cormeil, j'ai bien 2 documents et ça fonctionne bien. Donc, pourquoi je vous aborde ce cas-là? Parce que j'ai un cas d'utilisation où je dis, tiens, je vais éventuellement avoir des adresses, et j'ai envie de retrouver quels sont les documents qui matchent ces adresses, par exemple. Ça, c'est un premier cas. L'autre cas, je veux être capable de rechercher des documents en fonction des coordonnées géographiques, latitude, longitude. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher par faire un filtre qu'on appelle géodistance. Autour de ce point-là, ramène-moi tous les documents dans un rayon d'1 kilomètre. J'exécute. Boum. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Il me dit qu'il ne trouve pas de champ de type géo qui s'appellerait location. Si je regarde le mapping qui a été généré par Elasticsearch ici, par défaut, je vois qu'en fait Elasticsearch me génère un mapping par défaut. Quand vous lui dites rien, Elasticsearch, il va essayer de faire des choses, il va essayer d'automatiquement déterminer des choses. Il me dit par exemple, le champ city, je vais plutôt faire de la recherche full text search dessus, et c'est tout ce que je dis. Puis je vais générer aussi un champ city.keyword qui va me permettre de faire du tri et des agrégations. Pareil pour number, pareil pour street name, pareil pour zip code. Ah, et là où c'est intéressant, il me dit location, c'est pas un champ géo. En fait, il me dit location.lat, c'est un champ float, et location.long, c'est un champ float. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut dire à Elasticsearch, c'est que location, c'est un champ de type geopoint. Donc il va falloir que l'on modifie la façon dont Elasticsearch se comporte lorsque on indexe un document et lorsqu'il crée son mapping. Donc pour ça, on a un outil de gestion, c'est dans Index Management que vous allez trouver ça, ici. Et notamment, on a quelque chose qui s'appelle les Index Templates. Index Template, ça va me permettre de créer un modèle qui va être appliqué lorsque un nouvel index arrive, qui n'a pas encore de settings, qui n'a pas de mapping, qui n'a rien de défini. Lorsqu'un nouvel index arrive, automatiquement, voilà la façon dont, quelles sont les propriétés de l'index qu'il va falloir avoir. Donc je vais créer ici un template, je vais lui donner un petit nom, alors comment je l'appelle, Bano, pourquoi pas, et je lui dis, tu vas t'appliquer à tous les index qui commencent par Bano. Bano test, Bano autre chose, on s'en fiche, tous ces index-là. Je fais suivant, je remplis pas le reste, pour l'instant. Et là, il me propose d'utiliser ce qu'on appelle des component templates. J'en avais déjà créé, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ça vous permet de faire un petit peu comme du Lego. Je veux utiliser un certain nombre de templates types, des mappings, des settings, ou des mapping settings, enfin qu'importe, tout ça mélangé, et je mets tout ça dans mon template. Donc là, typiquement, je veux ajouter des settings, et je veux ajouter un mapping. Si je vous montre à quoi correspondent les settings, si je clique dessus ici, on regarde, les settings c'est simplement, pour cet index-là, je veux qu'il y ait qu'un shard et je veux pas qu'il y ait de réplica.
Pas de réplica, bah oui, c'est logique, en plus j'ai qu'un seul nœud, donc ça sert à rien de répliquer. Très bien. Pour les mappings, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis aussi des settings, et j'ai une partie mapping. Dans ce template, dans la partie settings, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit à un moment, c'est pour mes besoins d'utilisation, hein, pour mon besoin, je lui ai dit, tu vas m'utiliser un moment, on va utiliser des notions de synonymes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, lorsque j'ai lu la base nationale d'adresse, alors j'ai pas tout lu, hein, mais j'ai lu une partie, j'ai vu que des fois, on mettait BD au lieu de boulevard, ou des fois on mettait AV au lieu d'avenue, ou R au lieu de rue, ou RTO au lieu de route. Moi j'ai envie que quand je cherche avenue, ça marche dans tous les cas. Donc ce que va me faire ce synonyme ici, c'est qu'il va me dire si je vois AV, je vais remplacer par avenue. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs à la recherche. Si un utilisateur cherche BD, ça va être transformé en boulevard lors de la recherche, et boulevard va matcher boulevard que j'ai aussi dans mon index, donc ça va marcher dans les deux sens. Ensuite, je crée ce qu'on appelle un analyseur. Donc j'ai fait deux analyseurs ici. Un premier qui s'appelle le Banno City Analyzer, qui va me permettre donc, comme son nom l'indique, que je vais appliquer aux villes. Quels sont les filtres que j'applique sur cet analyseur? Les filtres me permettent de transformer en fait tout ce qui a été tokenisé. Oh, pardon, j'aurais dû d'abord parler des tokenizers. Donc j'utilise ce qu'on appelle un tokenizer standard. Le tokenizer va prendre une chaîne de caractères en gros et découper aux espaces, c'est ce qu'il va faire. Donc si je fais boulevard Georges Clémenceau, ça va me produire 3 tokens, boulevard, Georges et Clémenceau. Et ensuite, chacun des tokens va passer par des filtres. Le premier filtre que je vais faire, c'est je vais tout mettre en minuscule. Donc si j'avais boulevard avec un B majuscule, bah, ça va devenir boulevard avec un B minuscule. Et puis ensuite j'utilise le ASCII folding, bah oui j'ai des adresses en français, j'ai pas envie de m'embêter avec les caractères accentués, je veux dire que quand je cherche Clémenceau avec un E accent aigu ou Clemenceau, ça doit marcher dans les deux cas. Donc je mets à chaque fois l'équivalent ASCII. Pour les rues, j'utilise pareil le même tokenizer, on vient de voir, je le mets pareil en minuscule. Alors je gère l'élision. Qu'est-ce que c'est que l'élision? C'est quand on a des apostrophes. Je sais pas, avenue d'Autrive, par exemple, avec D apostrophes. Ben, le D apostrophe, il faut l'enlever dans le cas du français. Donc ça va permettre de traiter ce cas-là. Je fais encore du ASCII folding, comme je l'ai dit. Et puis, j'applique mon filtre Banno synonyme, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là où je vais faire mes transformations. BD égale boulevard. Donc si j'ai BD Georges Clémenceau, ça va devenir boulevard Georges Clemenceau, tout en minuscule, à la fin de l'application de ce mapping. Ah oui, je vous ai pas montré, pardon, ça c'était juste les settings, il faut que je vous montre maintenant le mapping. Et au niveau du mapping, je lui ai dit, pour le zip code, je vais pas faire de recherche full text dessus, ça va être des mots-clés, donc je cherchais juste le mot-clé précis. Pour les nombres, pareil, je vais juste chercher sur des numéros d'adresse précis. Pour City, je vais faire deux indexations différentes. Une indexation, quand je cherche dans City, ça va aller utiliser, ça va être de type texte, je vais faire du full texter, et je vais utiliser mon analyseur de ville dont j'ai parlé tout à l'heure, avec minuscules, et puis enlever les accents. Et si jamais je cherche dans city.keyword, je vais pouvoir faire des agrégations sur le top 10 des villes, par exemple, qu'il y a dans mon dataset, ou faire du tri par ville. Pourquoi pas. Et pour street name, je fais la même chose, j'applique mon analyseur, enfin la même chose, à peu près équivalent, j'applique mon analyseur de nom de rue, et je pourrais faire de la recherche full text dessus. Très important, mon champ location qui nous posait problème tout à l'heure, maintenant je vois que je lui dis ça c'est un type geopoint, donc comporte-toi de telle façon à ce que je puisse faire des requêtes géographiques sur mon index. Donc je vais à la fin, je fais next. Éventuellement on peut surcharger des valeurs, rajouter plein de trucs, plein d'options, il y a plein de possibilités. Ici je vais juste créer mon template. Ok, mon template est créé. Donc je vais aller dans mon index, je vais chercher mon Banno test que j'avais, et celui-là, je vous ai dit que pour que mon template soit appliqué, il faut que je recrée l'index. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire l'index, parce que j'en ai plus besoin. Très bien. Je vais donc maintenant repartir dans Filebit, et je vais refaire la commande que nous avions fait tout à l'heure, je réindexe mes données. Ok. Je retourne dans ma stack,
Et maintenant, alors on peut vérifier que le mapping a bien été appliqué. Il est où? Il est là. Si j'exécute, on voit bien que voilà, j'ai mon template qui a été appliqué à ce nouvel index qui s'appelle Banotest. Et quand je fais une recherche sur Cormeil, bon bah ça fonctionne toujours, j'ai mes 2 hits. Et quand je cherche maintenant mes documents dans une distance d'1 kilomètre autour de ce point, bah oui, j'ai bien 2 documents qui correspondent. Donc ça y est, mon mapping est propre, je vais donc pouvoir travailler encore plus sur mes documents. Donc ça, je l'ai fait. Alors, on va indexer plus de documents. On va essayer d'indexer maintenant tout le dataset Banno. J'ai pas mal d'adresses dedans, mais on va voir. Donc j'ai effacé les adresses existantes pour tout recommencer depuis le début. Ce que je veux vous montrer, oui, on va aller voir le fichier qui s'appelle filebit.yml. Et je vais aller l'éditer en fait. Ici, j'avais montré la première partie, où j'avais une partie HTTP endpoint. Il y a une autre partie que je ne vous ai pas montrée, qui est de type log. Alors c'est pas des logs ici, mais imaginez que ce sont ça, c'est des fichiers, je vais faire du streaming de chacune des lignes, en gros c'est ça, qui pour l'instant n'étaient pas activés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer cette partie-là. Il y a trop. Et en gros, ce qu'il va dire, il va me scruter tout mon répertoire Banodata, et pour chacun des fichiers CSV et chacune des lignes des fichiers CSV, il va l'envoyer vers l'index Banotest qu'on voit ici. Donc je quitte, je dois stopper Filebit, du coup, et là je vais le redémarrer. Je vais pas mettre processor, comme ça j'aurai moins de traces. Donc je démarre Filebit. Là, il me dit juste, voilà, pour chacun des fichiers CSV qu'il a vu, je me mets à le collecter. Harvest, je sais pas quel terme, récolter. On va aller voir Banotest, pardon, on va aller voir notre index. Si je fais un count de Banotest, je vais regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai 62 635 documents qui sont arrivés, 64 288, donc voilà. Ça arrive petit à petit. Mais ça va prendre un certain temps. Ok ? Et donc on n'a pas le temps d'attendre, j'ai 22 millions d'adresses dans mon dataset. Je vais pas avoir le temps d'attendre que tout soit injecté. Ça va assez vite, mais bon, je suis quand même ici en local, à Cergy, ça doit transiter jusqu'à, je sais plus, je vous ai dit en Belgique, je crois. J'ai dû mettre mon cluster, donc voilà. Donc hier, j'ai déjà injecté le dataset en fait. J'ai injecté dans un dataset qui s'appelle Banno-quelque chose. Alors le quelque chose, c'est le numéro du département. J'ai fait ça d'une façon un petit peu différente, mais vous trouverez les scripts. Où j'ai ici plus de 22 millions d'adresses avec lesquelles on va pouvoir jouer un petit peu. Alors, avant de jouer avec tout ça, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces adresses. Alors, j'entends moi mon PC qui est un petit peu en train de râler. Donc je vais arrêter Filebit, comme ça. Comme j'ai Zoom qui tourne et tout, je vais l'arrêter. Je retourne dans Elasticsearch. Donc ici, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle Maps. Maps, c'est une application de Kibana qu'on peut mettre dans des dashboards. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. Je vais créer une nouvelle map. Ici. Donc par défaut, il me met un fond de carte. Alors on peut changer le fond de carte si on veut. Voilà, je vais le laisser comme il est. Et je vais pouvoir rajouter des couches. Alors, je vais me balader ici pour l'instant. Je vais zoomer un petit peu. Moi, je sais que c'est sur la France, mon dataset. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter une couche que j'appelle pleuroplef. Et je vais lui dire, tu vas me sélectionner les départements français. Voilà, c'est des données qui sont déjà injectées, disponibles avec Map, qui vous permettent de faire des visualisations. J'ai plusieurs champs dans cet index des départements français, et moi ce qui m'intéresse c'est le code du département sous la façon INSEE. Donc c'est celui-là qui m'intéresse. Et je vais dire, bah maintenant je veux que tu te synchronises, en gros tu fasses une jointure sur l'index Banno, alors sur tous les champs Banno, sur tous les index Banno, donc sur tous mes départements, et je veux que tu fasses une jointure sur le champ qui s'appelle département.
Très simple. Ok. Donc là, je vois, visuellement, je vois comment est réparti mon dataset. C'est assez simple à comprendre. Alors, je vais rajouter cette couche. On peut le changer, on peut lui donner un petit nom. Je sais pas, on peut mettre France département. France département. Ok. Je peux lui donner, je peux lui dire que, par exemple, on ne voit cette couche que je viens de rajouter que jusqu'au niveau de zoom. Par exemple, au niveau de zoom 4, je veux plus la voir. À partir du 4, je veux plus la voir. Bon, je vais faire autrement, je vais faire jusqu'au 8, par exemple. Après 8, j'ai plus envie de voir le niveau de zoom. Je peux rajouter des petites informations. Alors, je sais pas, le nom du département en français, par exemple. Ok. Ici, je vois que dans Lyon, j'ai 190 321 documents. Voilà, c'est ce que me donne cette information. Je peux changer les couleurs. Ouais, je vais mettre un truc un peu plus comme ça. Ouais. Hop. Et je sauvegarde. Donc voilà, je vois, vous voyez avec l'application Maps en fait que vous pouvez déjà donner du sens à vos données, coordonnées géographiques, latitude, longitude. Je peux créer une nouvelle couche. Alors, je vous montre comment ça se passe. Bon, je vais prendre un peu de temps, ça va. Documents. Je vais lui dire, tu vas me prendre les documents qui viennent de l'index Banno et tu vas me faire des petits clusters pour chacun pour les documents en fait que tu as à représenter. Alors il me fait des clusters jusqu'à si jamais j'ai plus de 10 000 documents dans une zone donnée, sinon il va m'afficher vraiment les documents eux-mêmes. Donc je vais dire ici, bah celle-là, je veux que tu me l'affiches à partir je vais mettre de 7 par exemple, niveau 7. Personne, pardon, adresse. Bon, Banno, je l'appelle Banno. Je peux lui rajouter des petits tooltips, pourquoi pas, en disant que ça c'est le numéro, qu'est-ce que j'ai, ouais, le numéro dans la rue, la ville, pourquoi pas, je rajoute ça. Et puis c'est tout. Et je sauvegarde. Donc je peux zoomer, je vais zoomer un peu, et en fait en fonction des niveaux de zoom que je vais avoir, on va voir apparaître nos clusters, j'aurais peut-être dû changer la couleur, ça sera un peu plus lisible. Ici, je vais mettre ok. Ici, je vais zoomer, voilà, je suis dans le Val d'Oise. Alors, vous voyez, mon fond de tout à l'heure pour le département, bah, il s'est coupé au niveau 8. Là, je suis au niveau 8. Ouais, je peux zoomer encore et encore. Et encore, pourquoi pas. Alors, je zoome par ici parce que moi, j'habite par ici. Alors, j'ai un moteur de recherche, hein, donc je peux chercher des trucs du style. Ok. Je peux chercher, tiens, l'adresse.city, je veux que ce soit Sergi. Je veux voir que les documents à Sergi, par exemple. Donc là, c'est ce qu'il est en train de me faire. Il me sélectionne que les documents à Sergi et c'est ce que je suis en train de voir. Là, on voit bien la ville qui est dessinée. Si je zoome encore, je veux chercher et je veux que le nom de la rue soit Myrtille. Ok. Ah, mais je vois, c'est ici. Ok. Donc, voici ce qui s'appelle l'allée des Myrtilles ici. Et vous voyez ici, si je clique ici, enfin je passe dessus, je vois qu'on est aux 2 allées des Myrtilles à Cergy. Alors j'avais déjà fait un dashboard qui contient tout ça. Là, je ne vais pas sauvegarder. Qui contient déjà mon dataset Banno. Pour vous montrer. Donc tout ça c'est pareil, ça fait partie de ce qui est livré dans le script. Vous avez tout, vous retrouvez vos 22 millions d'adresses. J'ai 31 438 villes par exemple. Tiens, ben, un truc marrant à faire, c'est regarder, est-ce qu'il y a des myrtilles, où est-ce qu'il y a des myrtilles? Ok. Dans 116 villes, dans 54 départements, il y a 1301 lignes d'adresses qui contiennent myrtilles. Bon, je sais pas si je joue dans celui-là par exemple. J'aime pas trop ça, il me laisse ce truc, ça m'agace à chaque fois. Donc, je vais zoomer ici à Dijon, donc, visiblement vers Dijon, à Fontaine-les-Dijon, visiblement. Ici, je zoome. Voilà. J'ai à Fontaine-les-Dijon, j'ai un 3 allées des Myrtilles qui existe. Exactement. Ok, j'espère que déjà c'est clair sur ce que j'ai fait jusqu'à présent.
J'espère que je vais pouvoir tenir le truc, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, continuons. J'ai deux use cases. Je vous ai dit que j'ai un cas d'utilisation au début où un utilisateur me saisit une adresse. Imaginez, vous faites un outil pour le service client, par exemple, d'une entreprise, d'un opérateur télécom, au hasard. Et puis l'opérateur peut saisir quelque chose dans une barre. Il ne doit pas saisir spécifiquement le numéro, le nom dans la ville, etc. Il saisit dans une barre. Typiquement, il saisit ici 6 allées des Myrtilles, Sergi. Ben, en fait, je vais pouvoir utiliser l'interface de recherche d'Elasticsearch, l'API de recherche. Je fais ce qu'on appelle une multi-match query. Sur les champs city, street name, number, je dis vas-y, applique-moi tout ça. Essaye de chercher. Alors évidemment, sur number, Sergi, ça va pas matcher. Hein. Mais 6, il y a une petite chance que ça marche. Bon, je vais changer la taille d'ailleurs, je vais mettre ici 3. Et je vais faire un type MossField ici. Ça va me permettre de faire en sorte que les champs contribuent au score le mieux possible. Donc cette query, 6 allées des Myrtilles Sergi, en fait, elle a ramené 4 873 000 documents. Alors pourquoi? Parce que des Myrtilles, on en a partout. Des D, on en a partout. Des allées, on en a beaucoup aussi. Des 6, on en a beaucoup. Des Sergi, on en a un peu moins, mais voilà. Il y a des rues de Sergi aussi. Quand je regarde mes documents, voici les documents qui matchent. Donc j'en ai un, ici. Si je regarde celui d'en dessous, j'ai un 6 allée des Myrtilles, qui n'est pas à Sergi, qui est à la Chapelle en Serval. Pour une raison que j'ignore, le score qu'il a calculé, en tout cas, fait que il m'a présenté celui-là. Alors, je sais à peu près pourquoi il a calculé ça, c'est que le numéro dans la ville est juste et tous les champs de street name sont justes, bah tant pis, c'est peut-être pas Sergi qu'on cherchait, c'est peut-être autre chose. Après, peut-être plus loin que... Non, là c'est pas le cas, mais peut-être que plus loin, je vais trouver aussi d'autres adresses à Sergi. C'est possible. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que si on met size à 1, on va se dire que quel que soit le volume que j'ai renvoyé, le premier document qui match, c'est vraisemblablement l'adresse que je cherche. Voilà, ici j'ai bien 6 allées des Myrtilles à Sergi, c'est bien ce que je cherchais, et voici les coordonnées géographiques, latitude, longitude. Donc là j'ai répondu à mon premier cas d'utilisation qui était, je connais une adresse postale, j'aimerais bien pouvoir positionner sur une carte les individus. C'est ce que je fais ici. L'autre chose qu'on peut faire, c'est l'autre cas d'utilisation, où j'ai des coordonnées géographiques, latitude, longitude, et j'aimerais bien savoir à quelle adresse ça correspond. Pour faire ça, on va utiliser du tri. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Elasticsearch, donne-moi, à partir d'une certaine coordonnée géographique, latitude, longitude, trie-moi tous mes documents par distance autour de ce point. Donc, autrement dit, donne-moi d'abord les documents les plus proches. C'est ce que je suis en train de faire. Et j'en veux qu'un seul, size 1. Je clique. Alors, vous voyez que cette requête me prend un petit peu de temps quand même. 764 millisecondes ici, sur 22 millions de points, bon ça va, c'est pas non plus violent, mais c'est quand même un petit peu de temps, c'est significatif. Et il me dit, voici l'adresse qui correspond, la plus proche, donc c'est pas l'adresse exacte que j'avais saisie, hein, c'est vraiment l'adresse la plus proche. Si je mets size à 2, vous allez voir que j'ai une autre adresse derrière. J'ai ensuite le 8 allée des Myrtilles, qui est juste à côté du 6, effectivement. La 8 allée des Myrtilles, elle est à 17 mètres du point que je cherchais. La 6 allée des Myrtilles, elle est à 3 mètres du point que je cherchais. C'est ce qu'on voit ici. Donc je vais pouvoir utiliser cette technique pour dire, connaissant des coordonnées géographiques latitude longitude, je suis capable de trouver quel est le document ou l'adresse la plus proche qui correspond à ce point-là. Par contre, je vous ai dit, c'est pas efficace. Cette recherche, 760 millisecondes, c'est pas terrible. Donc on va aider un petit peu Elasticsearch, on va l'optimiser. Pour l'aider, ce qu'on peut faire, c'est de dire, au lieu de faire du tri sur les 22 millions de points, ce qu'on faisait ici, en fait, on va d'abord faire un filtre. On va dire, on va sélectionner que des adresses dans un rayon d'1 km, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, le filtre par distance, autour du même point. Donc je prends que les adresses dans un rayon de 1 km, et c'est ce subset-là que je vais trier. Donc quand j'exécute ça, maintenant voilà, en 24 millisecondes, qui est un temps beaucoup plus raisonnable, j'ai 2491 points qui sont dans ce rectangle de 1 km, et je n'ai plus qu'à trier tous ces documents, et je retombe évidemment sur mon 6 allées des Myrtilles. Si par chance vous avez le numéro de département aussi, bah vous pouvez optimiser encore plus en passant, au lieu d'aller chercher sur tous les index, y compris ceux qui servent à rien puisqu'ils vont pas matcher, donc ça coûte quand même un petit peu cher, j'ai 99 index dans lesquels je dois aller chercher, je vais chercher que dans le département 95,
Et là, en 1 milliseconde, j'ai mon résultat. Donc là, on est vraiment voilà, au top de l'optimisation de ce qu'on peut faire dans notre cas. Alors, j'espère que ça va jusque-là, que vous me suivez. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat et tout, ou à prendre la parole. J'ai la dernière chose que je veux vous montrer, c'est que j'ai un dataset qui existe déjà. J'ai un dataset qui s'appelle Person. J'ai 100 000 documents que j'ai injectés de façon aléatoire. Et sur ces documents, voilà, je vois Sylvain qui est apparu. Sylvain qui vient qui est chez Elastic et qui travaille sur le client Java d'ailleurs, entre autres. Donc, bonjour Sylvain. Donc, je vais faire une recherche, je vais chercher toutes les personnes de mon dataset dont l'adresse city est égale à Sergi, pour vous montrer un exemple de document que j'ai indexé. Donc, les documents que j'ai dans cet index, j'ai le nom de la personne, sa date de naissance, son sexe, son nombre d'enfants, des petites données marketing, et puis ici j'ai une adresse, où j'ai une information sur le pays, j'ai le code postal, j'ai la ville, et j'ai des coordonnées géographiques, latitude, longitude. Alors, mon outil d'indexation, c'est pas des vraies données que j'ai, en fait, c'est juste un outil qui fait du random. Donc, j'ai pris un rectangle dans Sergi, et puis j'ai mis aléatoirement des points et des coordonnées géographiques, latitude, longitude là-dedans. Sauf que vous voyez, ici j'ai des coordonnées géographiques, latitude, longitude, mais je ne sais pas à quelle adresse postale ça correspond. Et puis voir même est-ce que ces adresses sont justes ou pas. Ces coordonnées sont justes ou pas. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est enrichir mon dataset qui existe. Donc, pour ça, je vais lancer un script que j'ai créé, je vais vous l'expliquer juste après. Ici, il s'appelle logstash.sh et je vais vous montrer ce que ça fait, le temps que ça démarre et que ça commence à faire des choses. Je vais aller vous le montrer, ben voilà, il est en train de démarrer, c'est là où j'espère que tout fonctionne correctement. Je vais vous montrer la config. Donc Logstash est un ETL, il permet de lire depuis une source, faire une transformation, enrichir, et envoyer vers une destination. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Input, c'est la lecture, la partie E de l'ETL, extract. Filter, c'est la partie T, transform, que je transforme. Et output, c'est la partie L de l'ETL, load, j'envoie vers une destination. Donc ici, qu'est-ce que je fais? En entrée, je lis Elasticsearch. Je lui dis, tu vas lire mon index person, c'est le dataset qu'on a vu tout à l'heure. Et je lui dis, tu vas me passer ma query, où tu vas me ramener tous les documents, tous les gens qui sont à Sergi. Je veux récupérer que ceux-là. Plus quelques petites informations, j'ai besoin des métadonnées, notamment des documents, quel est le nom de l'index, quel est l'ID du document. Et puis une petite optimisation pour sa lecture. Ok, partie input. Je lis Elasticsearch. Transformation, je vais utiliser Elasticsearch pour transformer mes documents. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller faire des lookups dans Elasticsearch en passant dans mes index Banno qu'on a vu tout à l'heure, et en lui passant une requête, alors qui va sans doute vous parler. Je vais vous la montrer tout de suite. Qui est la requête qu'on vient de voir, où je lui dis, tu me récupères, d'abord tu me fais un fil par géodistance à partir d'une adresse. Alors vous voyez comment je l'exprime ici? En fait, je l'extrais du document qui vient de mon objet personne. Donc la latitude, j'extrais la latitude et je la mets dans le champ lat ici, et pareil pour la longitude. Et pareil, je fais le même tri autour de ce point. Donc je fais exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que c'est dynamique pour chacun des documents que j'ai en entrée. Et je récupère le meilleur, donc le plus proche. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je lui dis, bah, tu vas me récupérer les champs que tu as. Donc adresse.number qui vient de mon résultat de mes index Banno. Tu vas le stocker dans adresse.number. Donc je vais enrichir ce que j'avais. Number n'existait pas. Street name, je vais l'enrichir aussi. Zip code, ah bah si jamais c'était pas le même, enfin dans tous les cas en tout cas tu l'écrases, on sait jamais, on va voir ça tout à l'heure. La ville c'est pareil, si jamais c'était pas la bonne ville, bah tu vas aussi l'écraser. Et puis les coordonnées géographiques latitude longitude, bah tu vas mettre ça dans adresse.location et tu me vires tous les champs dont j'ai pas besoin. J'ai fait le E, j'ai fait le T, il ne reste plus qu'à faire le chargement vers Elasticsearch. Je lui dis maintenant tu me charges dans Elasticsearch vers un index qui va s'appeler, alors j'extrais ça des métadonnées, donc en gros, ici, la valeur que je vais avoir, c'est personne, mais j'ai voulu rendre ça dynamique, et le nom de l'index, ça va être personne-new, avec le nom du nouvel index.
L'ID du document, je récupère le même ID que j'avais dans les données d'origine. Voilà. Et c'est tout ce que je fais. Donc j'ai un ETL qui lit depuis Elasticsearch, qui transforme avec Elasticsearch et qui charge dans Elasticsearch. Je sais, je suis un peu monomaniaque d'Elasticsearch. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Je vais dans mon person new, on va voir s'il existe. Ouais, j'ai 4875 documents. Vous voyez, il n'a pas encore fini. 5000 documents, j'en avais combien à faire? 6251. Bon, ça va, on s'approche de la fin. Et si je regarde mes documents en question, je vois que dans person new, dans adresse, bah, tout à l'heure j'avais location, j'avais city, j'avais zip code et country code, et country. Là maintenant j'ai en plus le number, j'ai aussi le street name, et j'ai les coordonnées latitude longitude que je souhaitais avoir également. Okay. Et ainsi de suite pour tous les autres documents. Alors on va aller voir un petit peu sur une carte ce que ça donne, maintenant que j'ai tout ça. On va reprendre, tout à l'heure j'étais ici, je vais me remettre, je vais créer une nouvelle carte. Ici, une nouvelle carte. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais rajouter une couche, je vais lui rajouter des documents, et je veux tout ce qui concerne alors mes index personnes d'une manière générale. Là, mais je vais faire un petit filtre de façon à ce qu'on voit mieux, parce que sinon on va tout mélanger. Je vais rajouter des tooltips comme on a fait tout à l'heure, donc je vais donner par exemple le nom de la personne, ouais, je vais afficher son nom, je vais afficher son genre, je vais afficher donc ici le numéro, l'adresse, la ville. Ok, j'achète tout ça. Bon, c'est bizarre, il ne les met jamais dans l'ordre dans lequel j'ai saisi, donc il faut que je refaire ça à chaque fois. Je veux l'avoir dans ce sens-là, moi. Hop. Ok. Je peux rajouter un filtre. Ce que je vais faire ici, je vais lui dire qu'en fait, l'index sur lequel je cherche à l'origine, je veux voir mes documents d'origine. Donc c'était mon index qui s'appelait personne. Donc je veux voir que ces documents-là. Je sauvegarde. Et ça, je vais l'appeler, pardon. Ouais, je vais l'appeler old. Ok. Et je vais faire la même chose. Je vais rajouter maintenant mes documents de mes index personnes. Ouais, ils sont en bleu. Et je vais l'appeler new. Donc ça va être les documents enrichis. Donc je fais pareil. Je remets le nom. J'avais fait quoi aussi? Le genre. Ça. Et la ville. Je les rajoute. Rebelote. Il a déjà mis la fin. Ok. Et pareil, cette fois, je vais trier, je vais filtrer que ceux dont l'index est égal à personne-new. Hop, je l'ajoute. Ok. Et je sauvegarde. Donc voilà, on va pouvoir maintenant aller zoomer un petit peu là-dedans. Donc on voit que mon person new, hein, il n'est que sur Sergi. Hein, on voit que j'ai pas indexé tout le reste de mon dataset. Non plus. Mais je vais zoomer. On va zoomer. Et on va zoomer. Hop. Tac. On zoome. Alors là, on découvre un truc assez intéressant. Je sais pas si vous voyez. Alors le bleu, c'est les nouveaux, c'est ceux qui ont été enrichis. Le vert, c'est les anciens. On voit qu'il y a plein de verts là qui sont ici. En fait, il n'y a plus de verre à cet endroit-là. Alors pour quelle raison on a ça? Je vais changer un petit peu l'opacité de ce truc-là. Ouais, je vais même ici la masquer. En fait, ici c'est un lac, c'est un étang, et donc il ne peut pas y avoir des gens qui habitent à cette adresse-là, c'est juste impossible qu'on ait des gens qui habitent à cette adresse-là. Donc c'est pour la raison pour laquelle, quand Elasticsearch a fait l'enrichissement et qu'il m'a retrouvé les documents les plus proches, bah, l'adresse la plus proche ne pouvait pas être au milieu du lac. Donc il m'a tout déplacé par là-bas. Donc si je prends un document, par exemple, je vais prendre celui-là, au hasard, on voit qu'elle s'appelle Gustave Elisabeth. Non, il s'appelle Gustave Elisabeth, pardon. Si je clique ici et je filtre sur le nom, bah, je vois qu'en fait cette adresse-là est devenue en fait cette adresse-là. Donc Gustave Elisabeth habite en fait au 47 chemin de la Voirie à Cergy. Okay. On voit bien que j'ai récupéré ce que je veux. On va aller voir d'autres documents parce que c'est assez amusant ici. Imaginez, tout à l'heure je vous ai dit, par exemple, j'ai cette personne-là ici là, qui habite. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai généré aléatoirement dans un rectangle mon dataset et j'ai dit que Zoé Kim habite Cergy.
pas d'autres informations sur cette personne, a priori. Et si je fais la même chose, je clique, je filtre, je regarde elle, je clique ici, et en fait, je vois que Zoé Kim, elle habite 63 rue de l'Amazone, mais non, c'est pas à Cergy, c'est à Vauréal, en fait. Le vrai nom de la ville, c'est Vauréal. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a pu, dit 13h32, c'est magnifique. On a pu donc prendre un dataset existant, l'enrichir et voir tout un tas de techniques de transformation. On a vu que au début, pour initialiser notre dataset, j'ai pris la base Banno. Ça peut être une autre source de données que vous avez, n'importe quoi. Vous pouvez passer par des processeurs CSV, vous pouvez utiliser que Logstash si vous voulez, FileBit, pas FileBit, qu'importe. Voilà, c'est à vous de voir. Je voulais vous présenter le maximum possible de la suite élastique et de ce que vous pouvez faire avec tout ça.